Ah, vous me fatiguez. Putain, mais comment je peux lire ça plus correctement là? Quoi? Pas du tout. C'est comme une avalanche. Comme un mouvement qui se danse. C'est ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Pardon, le nouveau podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou. Comment ça va? Ça va bien, il fait très très chaud mais ça va. Ah cool. Hicham, comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Bah bien, merci. Et Camille? Salut! Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ah très bien, merci. Tu te portes comme un charme. Exactement. Comme d'habitude, mais aujourd'hui encore mieux que d'habitude. Ah, c'est gentil. Et avec nous, cette fois-ci, nous avons des auditeurs, puisque nous sommes en live sur Facebook. On vous fait un petit, Bonjour à tous. une petite diffusion pour partager ça avec vous. Donc il y a un petit peu de décalage, mais... Oui, c'est un live test, donc ça risque d'être un petit peu chaotique, on s'en excuse d'avance. C'est histoire d'essayer, on le fera peut-être de temps en temps, Ouais. On verra. Ouais, et puis c'est aussi, on s'est dit, bah tiens, on va faire un petit épisode entre nous, pour changer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Mais entre nous, avec vous également, donc voilà, on va partager ça avec vous. Très bien. Bah déjà, tiens, oui, petit rappel de news, parce qu'on l'a pas dit au dernier épisode, parce que ça arrivait juste après, mais on est arrivé sur Spotify, ça y est. Ça y est, Et ouais. quelle joie. Donc vous pouvez nous trouver sur Spotify, il y a tous les anciens épisodes, tous les nouveaux, tout arrivera automagiquement. Automagiquement, ça n'existe pas comme mot. Si. Et puis voilà, oui, et il y a notre soirée anniversaire du 25 mai. Oui, absolument. Donc ça y est, on commence à préparer les dernières surprises. On a le bar qui se précise. Ça sera central, voire très central. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera accessible pour tous. Ça sera à Paris, très certainement vers Châtelet, pour que tout le monde puisse venir. Donc Pour on changer, conseille quoi. de prendre vos billets de train, de réserver votre soirée. Ça va être chouette. Donc voilà. Bah du coup, est-ce qu'on commencerait pas? Bah oui, ce serait pas mal. Ah, et avec qui on commencerait pas? Ben tiens, Ça, on se le on demande. se demande avec qui on va commencer. Est-ce que ce serait pas Camille? Bah, je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. Oui. De quoi tu veux nous parler? Alors, moi, je vais vous parler d'une femme qui a fait parler d'elle, quand même, qui a fait son petit chemin. Je vais vous parler de Cléopâtre. Ah, très bien. Cléopâtre, ok. Oui, Mais il y en a Cléopâtre. eu plusieurs en plus. Oui, bah là, je vais vous parler de Cléopâtre 7, Ah, la plus connue, j'imagine. 7e du nom. Mhm. Bah, je sais pas, tu verras. Ok. Il y a vraiment eu plusieurs Cléopâtres. Oui, mais c'est Beaucoup. comme- c'est comme César. Bah, il y en a eu au moins 7. D'accord. Oui. J'apprends déjà des trucs. C'est dingue. Rien que dans l'intro. Wouh! Allez. Et à la suite, qui prend la suite de Camille? C'est moi. Ah, et de quoi C'est moi. Moi, je vais vous parler de bruitage, un petit peu comme j'avais fait un épisode où je parlais de cris de monstres et je vous expliquais un petit peu comment c'était fait. Trop bien! Ben là, on va faire un petit peu autre chose. On va parler encore de bruitage, mais on va faire des travaux pratiques. Donc ça devrait être sympa. Ah, chouette. Je Donc, redoute. Un petit atelier créativité. Exactement. Cool. Après, c'est moi qui vais prendre la suite. Et je vais vous parler d'un sujet qui nous a été proposé par des auditeurs. Ce sujet, c'est les monnaies locales. Ah, Donc, un petit peu d'économie sociale et solidaire. très bien. Ouais. Oui. Encore du militantisme. Oui, non pas ça, tout ça. Et après, donc, ce sera Ichouchou qui finira. Le bien nommé. C'est moi. Je vais finir en beauté parce que suite à toute la joie que mon sujet sur Vivaldi a eu, et je vous remercie tous, je vais faire Pierre et le loup. Ah, Des animaux. on, Des est, animaux. on est hyper Pas de content. braquage. Ok. Faisons comme ça. Allez, En attendant, si on se mettait au travail c'est parti. avec Camille, Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre. C'est Cléopâtre qui va être contente. Le savon de Cléopâtre. Et un peu de sucre en poudre. Très beau jingle, j'adore. Alors donc moi aujourd'hui j'ai eu envie effectivement de vous parler d'une femme et d'une femme connue. J'ai eu envie de vous parler de Cléopâtre, bien. la 7e exactement, mais qui est bien entendu la Cléopâtre, La meilleure. The Cléopâtre. Était-ce la dernière? Eh bien justement ça tu vas le savoir, tu vas l'apprendre, voilà. Alors Cléopâtre, c'est une zouze plutôt sympa qui naît vers -69. Donc peu de temps avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement où elle est née,
et elle appartient à la dynastie des Ptolémées. Donc la dynastie des Ptolémées, c'est la dynastie qui à l'époque règne sur l'Égypte, sauf que les Ptolémées, ils sont pas du tout égyptiens, ils sont macédoniens. Mais ils règnent quand même sur l'Égypte. C'est une dynastie qui règne à cette époque-là depuis environ 300 ans. Et en fait, ils sont macédoniens parce que c'est une dynastie qui a été fondée par Ptolémée Ier, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand, tout simplement. Voilà. Et qui a récupéré l'Égypte. Donc c'est rigolo parce que dans cette famille, la plupart des garçons s'appellent Ptolémée et la plupart des filles s'appellent Cléopâtre, exactement. Okay, donc ce qui est pas du tout galère en matière d'histoire, du coup. Ouais, non, ça va. Pour se souvenir des noms, par contre, pour appeler quelqu'un dans la rue, oui, bah tu dis Cléopâtre, il y a 72 qui se retournent, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Chiant. Donc, son père, Ptolémée XII, c'est vous dire s'il en a eu, meurt en 51 avant notre ère. Et comme le veut la tradition égyptienne, elle épouse donc son frère pour monter sur le trône. Okay, donc là, jusque-là, tout va bien. Donc, son grand frère ou son petit frère ? Son petit frère, hein. C'est-à-dire qu'elle a une petite vingtaine d'années à cette époque-là, et lui, c'est un gamin, il a 12-13 ans. Oh, ouais, voilà. Oh, c'est chouquinou. touchant. Bah oui, c'est mignon. Hein, voilà. Donc, ils se marient, ils montent tous les deux sur le trône d'Égypte. Donc, le but de ce type de mariage, c'est vraiment de préserver le sang royal, qui était considéré comme sacré, mais du coup, vous vous en doutez, ça donnait des gens plutôt dégénérés quand même. Hein. Oui, mais avec des jolis nez, du coup. Oui, voilà, donc Cléopâtre, par exemple. Sauf que ça va pas très bien se passer au sein du couple. Les sources ne nous disent pas exactement pourquoi, mais on sait qu'il y a eu une rupture qui est assez marquée, qui est à la fois une rupture sentimentale et politique. Et donc le couple commence à se faire un petit peu la guerre. Voilà, il y a un gros... C'est normal, frère et sœur. Il y a un énorme conflit entre les deux époux et il y a un genre de guerre civile en fait qui va s'instaurer en Égypte. En plus de ça, à cette époque-là, Jules César, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Non. Et c'est le combienième de César, lui ? Mais le premier, hein, c'est... Ah ouais. Ah oui, Jules. Ah oui, Jules César, c'est lui qui va donner le nom aux autres. En fait, les autres vont reprendre Ah, son nom, mais Jules César, premier du nom. Le pionnier des Césars, quoi. En quelque sorte, mais qui n'a jamais été empereur, contrairement à ce que la légende raconte, étant donné qu'à cette époque-là, Rome n'est pas du tout un empire. Jules César, qui est donc général et consul romain, arrive du côté de l'Égypte et se dit j'aimerais bien quand même essayer de récupérer l'Égypte parce qu'à cette époque-là l'Empire romain il est dans une politique vraiment d'expansion et il se dit tiens je récupérerais bien l'Égypte parce que l'Égypte est totalement indépendante, n'appartient pas à Rome parce que c'est un pays riche, mais pour ça ce serait bien que je stabilise un petit peu la guerre civile qui s'y déroule. Donc il aimerait bien réconcilier en fait Cléopâtre et son époux, frère, à vous de choisir, ayez la mention inutile. Donc il va convoquer le jeune Ptolémée XIII et Cléopâtre, sauf qu'il va se ranger, en gros je vous la fais très courte, un peu plus du côté de Ptolémée. Donc Cléopâtre, elle a un petit peu peur, et elle va rentrer dans l'histoire en décidant de rencontrer Jules César de façon tout à fait discrète. Sauf que vous doutez bien que quand la reine d'Égypte se déplace pour aller dans un palais à la rencontre de Jules César, discret, quoi. C'est pas méga discret, donc pour le faire discrètement, elle va se faire enrouler dans un tapis, elle va demander à ses serviteurs de dire... qu'on offre un tapis à Jules César, et lorsque les serviteurs arrivent dans la chambre de Jules César et déroulent le tapis, Cléopâtre fait son entrée. Elle était cachée à l'intérieur du tapis. Elle devait être toute décoiffée. Et oui, mais elle est rentrée dans l'histoire grâce à l'anecdote du tapis, donc c'est quand même une nana qui avait des idées. De l'imagination déjà, oui. Elle avait de l'imagination. C'était une femme, contrairement à ce que la légende raconte, qui était pas super jolie en fait, qui avait un tarin énorme, qui avait des traits apparemment assez lourds. Mais en même temps, s'ils font des enfants entre frères et sœurs. Tu casses le charme, là. Mais qui avait une voix magnifique, qui avait un corps apparemment splendide, qui avait énormément de charme et qui était très cultivée. Elle parlait toutes les langues qui pouvaient se parler en Égypte. C'est-à-dire que les autres rois d'Égypte ne parlaient que le grec, le macédonien. Elle a fait l'effort d'apprendre toutes les langues de son peuple pour pouvoir s'adresser au peuple dans leur langue. Donc c'était vraiment une dame qui en imposait par sa culture, par son charme en fait. Une blondinette avec des dragons. Pourquoi pas, exactement. Je ne cite pas de nom. Voilà. Donc Cléopâtre apparaît à Jules César dans sa chambre par le biais du tapis et rapidement va séduire Jules César. Ils vont entretenir une relation. Elle, on n'est pas vraiment certaine qu'elle ait été très attachée à lui, parce que lui c'est un vieux monsieur par rapport à elle. Jules César il est dans sa cinquantaine. Cinquantaine. Voilà, et elle est dans sa petite vingtaine. Mais ils ont une relation. Il va se ranger au final Jules César du côté de Cléopâtre. Ptolémée est obligé de s'enfuir et se noie accidentellement dans le Nil. Oups, oh non, ça arrive. J'ai glissé. Donc Cléopâtre devient seule reine d'Égypte et elle est plein pouvoir sur l'Égypte. Jules César, il va rester 2 ans en Égypte.
parce que on sait pas vraiment pourquoi. Lui, dans ses mémoires, il dit que les vents étaient pas super bons pour repartir. Alors, pendant 2 ans, il y a des vents de merde quand même, hein, voilà. J'ai failli faire la même excuse quand j'étais en vacances il y a 2 semaines. Non, mais il y a trop de vent là. Mais on pense que probablement il a essayé de faire entre guillemets un petit inventaire de l'Égypte. L'Égypte, c'est là vraiment qu'il veut se rendre compte de toute la richesse que l'Égypte peut apporter à cette époque-là à l'Empire romain, notamment en termes de blé. Bon, le blé, c'est quand même excessivement important à cette époque-là et encore aujourd'hui d'ailleurs. Pour manger, tout ça. Exactement. Et donc, il faut vous dire que la quasi-totalité du blé qu'on va consommer à Rome et au cœur de l'Empire romain vient d'Égypte. Donc, se mettre l'Égypte dans la poche, ce serait quand même pas mal. C'est un empire vraiment fort à l'époque. Donc, Jules César reste 2 ans et ensuite il repart à Rome, mais il ne repart pas tout seul, il emmène Cléopâtre avec lui. Sympa. Donc Cléopâtre arrive à Rome, Jules César est marié, hein, il a son épouse quand même là-bas à Rome. Mais il retourne pas vivre avec son épouse, il s'installe non pas dans le centre-ville de Rome, mais de l'autre côté du Tibre, dans une petite maison avec Cléopâtre. Elle est excessivement impopulaire, c'est la putain d'Égypte, elle est vraiment détestée par la populace. On dirait un film français des années 80. Et elle est à Rome lorsque Jules César est assassiné lors des ides de 44. Et donc là, quand Jules César est assassiné, ça pue un petit peu pour elle, donc elle décide de retourner en Égypte. Elle retourne en Égypte pas toute seule, parce qu'elle est enceinte de Jules César. Et elle accouche en Égypte d'un fils de Jules César qu'elle va appeler Césarion. Voilà. Oui, c'est sympa. C'est un petit C'est mignon. César. Voilà, exactement. Alors après la mort de Jules César, c'est un petit peu le sbul au sein de Rome, en fait, de la République romaine. Attends, il y a Iliation qui pleure en bas. Tu peux aller il fait ses dents là, le pauvre. Un petit Ilias, quoi. Déjà, Ilias est petit, alors là... Oh, allez, gratos. Mensonge. Non, ça va. On n'est pas là. Et donc à cette époque-là, on décide qu'on va diviser Pour mieux régner, la République romaine en 3 parties qui vont être chacune dirigées par une personne. Donc c'est ce qu'on appelle le second triumvirat. Et donc on a 3 personnages qui apparaissent sur la scène politique. Octave, qui était un des héritiers spirituels de Jules César, qui est un jeune adolescent, qui a vraiment un charisme d'asperge. Voilà. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif C'est pas fou. plutôt négatif, sauf Bon, si tu trouves que les asperges ont du charisme. Moi, Après, je c'est à trouve toi de voir. j'aime bien la silhouette des asperges avec leur petite crénelure comme ça autour. Eh bah écoute, il me semble que ça ne imagine jouait une pas à asperge et l'époque. tu visualiseras Octave. Très bien. Et donc Octave devient maître entre guillemets de l'Occident, donc de tout ce qu'on va appeler Rome, la Gaule, voilà vraiment ce qui est l'Europe actuelle. On a Lépide, donc Lépide, je vais pas beaucoup vous en parler parce que Lépide, il va très vite se faire évincer par les 2 autres, mais Lépide qui récupère l'Afrique. Et le 3e, qui devient vraiment majeur avec Octave, Marc-Antoine, qui lui récupère l'Orient. Donc lui, on le connaît. Marc-Antoine, c'est l'opposé d'Octave. Il est grand, il est beau, il est fort, il est sexy. C'est un soldat qui a fait ses preuves. Non, mais voilà, vraiment, c'était vraiment dans le Kevin Costner, dans le Ryan Gosling. T'es dans du beau gosse. Okay. Et Marc-Antoine part s'installer à Tars, qui est, si je ne m'abuse, en Turquie, au sud de la Turquie actuelle. Voilà. Alors, je ne saurais lire. Oui, voilà, on va pas te contredire. Voilà, allez, pourquoi pas. Donc il s'installe à Tars et lui, il se dit, mais franchement, l'Égypte, Jules César l'a pas récupéré, mais ce serait bien quand même qu'on se récupère l'Égypte, parce que c'est quand même pas mal. Donc il décide de convoquer Cléopâtre, qui est toujours reine d'Égypte. Et Cléopâtre, elle se dit, oulala, à mon avis, c'est pas une convocation innocente. Le type, en fait, il va me passer les fers aux pieds. Et il va m'emprisonner, il va récupérer mon royaume. Donc elle se dit, il faut que j'y aille en tapis, en mode vas-y, je pèse trop lourd dans la région, quoi. Donc elle va faire tuner un de ses bateaux. Tuner un comme ça se faisait beaucoup. Exprime ta pensée. Exactement. Donc non, elle va faire une coque en or, voilà. Elle va mettre tous ses accessoires bling bling et elle va se pointer en fait à Tars, mais en mode princesse de conte de fées. C'est vraiment un truc de pauvre de mettre tous ses bijoux pour faire genre on a la classe. C'est sans juger, mais. Et elle rencontre Marc-Antoine et ils tombent follement et éperdument amoureux l'un de l'autre. Formidable. Exactement. Il y a une vraie relation qui s'instaure entre les 2. Seulement voilà, les relations entre Octave, qui je vous rappelle est maître de l'Occident, et Antoine vont commencer à se dégrader fortement à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Marc-Antoine, il vit une histoire d'amour incroyable avec Cléopâtre, mais il est marié à la sœur d'Octave, Octavie. Octavie, bah oui, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement
collaborateurs politiques, ils sont aussi beaux-frères. Et donc Octavie, on sait que elle avait essayé de rejoindre son mari à Tars, et puis son mari était non, il l'a jamais laissé arriver jusqu'à Tars. Elle s'est tapée quand même, vous imaginez le périple entre Rome et la Turquie. Elle est arrivée aux portes de Tars et il lui a dit non, fais demi-tour, je suis avec Cléo maintenant. Et il va carrément demander un divorce, donc il va divorcer d'Octavie. Le feu de l'amour, quoi. Exactement. Octave, ça lui plaît un petit peu moyen que sa sœur se fasse têche comme ça, un petit peu comme une malpropre. En plus de ça, Marc-Antoine et Cléopâtre vont organiser des soirées, absolument pour tester toutes les limites du corps humain, en fait, en quelque sorte. Donc ça va être des orgies, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et pourquoi tu précises orgie, ça suffisait? C'est pour la médecine. Toute la noblesse. Toutes Sauf quelque part, un petit village encore, et toujours à l'envahisseur. Donc avec toute la noblesse d'Alexandrie. Et oui, pourquoi Alexandrie? Parce que Marc-Antoine, et ça aussi, ça va déplaire, quitte Tars pour aller s'installer carrément à Alexandrie. Mais non. Bah si, et qui est pas du tout l'Empire romain à cette époque-là. Donc on se dit, non, parce qu'il veut suivre sa zouze. Ouais, bon, certes. Voilà. Et il s'y plaît de ouf à Alexandrie. Et il s'y plaît tellement qu'il s'y installe vraiment et qu'il va faire 3 enfants à Cléopâtre. Il fait bon, là-bas. Donc je vous annonce le nom des 3 enfants. Allez. Cléopâtre, Octavia. Non, c'est Alexandre Hélior, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée. Philopator. Changer, quoi. Voilà. C'est très, très varié, du coup. Et Ça va revenir à la mode. donc voilà, en plus de ça, Marc-Antoine, il va lever des armées pour aller à la conquête d'autres territoires. Il va gagner, et ses triomphes qu'il fait au nom de l'Empire romain, je sais pas si vous voyez ce qu'est un triomphe. Quand quelqu'un gagne. Alors un triomphe, en fait, c'est en fait ce qu'on appelle un arc de triomphe aujourd'hui. Par exemple, celui qu'on a au bout des Champs-Élysées, c'est issu de la culture romaine. C'était un arc qu'on construisait. Exactement, c'est un genre de haie d'honneur. Et quand tu étais un général qui faisait un triomphe, tu devais faire un circuit bien précis dans Rome, avec toute ton armée, toi devant, avec une couronne de laurier sur la tête. Un baroud d'honneur, quoi. Où tu vas checker la main de tous les En quelque sorte. Et derrière toi, tu ramenais des trésors, des esclaves, des prisonniers, donc qui étaient souvent la famille princière ou royale que tu avais réussi à mettre à terre. Ce genre de choses. Et donc lui, il va faire des triomphes, mais à Alexandrie. Ni à Rome, ni à Tars. Donc ça va déplaire de plus en plus à Octave. Et Cléopâtre lui dit, écoute... moi je t'aime bien, mais franchement Rome c'est un peu dépassé, tu veux pas qu'on fasse de l'Égypte un putain de truc? Et donc les terres romaines... On dirait des start-upers, quoi. Écoute, ma petite start-up, il y a moyen de la faire le désert. pivoter, là, bim. Et donc les terres romaines occidentales qui étaient sous la tutelle de Marc-Antoine, il va les donner à l'Égypte. Donc là Octave il commence à dire non, par contre si tu commences à prendre... Tu vas te détendre, frère. Voilà, si tu commences à prendre des bouts de notre territoire pour les donner à ta zouze, ça va commencer à vite, chauffer. Exactement, à vite nous saouler. Et la goutte d'eau qui fait déborder le Nil, c'est... Bravo. Toi, t'as écrit ton sujet avec Ichouchou. Merci. Non, merci les grèves. Voilà, j'ai eu le temps de réfléchir à ce genre de choses entre Versailles et Paris. Donc, c'est le testament qu'Antoine va faire rédiger, où il dit qu'il aimerait se faire enterrer à Alexandrie et non pas à Rome, auprès de Cléopâtre. Donc Octave réussit à récupérer le testament, va le lire au Sénat à Rome devant les sénateurs en disant ils se font un peu de notre gueule là, c'est-à-dire qu'en gros l'Orient ça nous appartient plus quoi, c'est plus du tout à nous. Et les sénateurs vont dire ok, on se fait une petite guerre des familles. Très bien. Petite guerre civile. Donc on lève des armées, il y a une guerre civile qui va s'instaurer entre l'Orient et l'Occident au sein de l'Empire romain et qui nous mène au point culminant de ce conflit, la bataille d'Actium. Ok. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est une des plus grandes batailles navales qui ait jamais existé, qui s'est passée en -31 à Actium. Donc Actium, je crois que c'est en Grèce actuelle, il me semble, et qui va opposer du coup les navires romains d'Antoine et les navires égyptiens de Cléopâtre, qui sont du coup très très nombreux, aux navires romains d'Octave. Donc au début, les navires romains d'Antoine et Cléopâtre gagnent largement dans la matinée. Ça s'est fait en une journée, cette bataille. C'est aussi pour ça qu'elle est assez incroyable. Oui. C'est que ça a été vraiment une bataille éclair. Et au final, Marc-Antoine va faire une fausse manœuvre. Et les Romains d'Occident, la partie d'Octave reprend le dessus et met une énorme tollée à Marc-Antoine et Cléopâtre. Ça va être tellement chaud à suivre, quoi. Ah bah je pense les journalistes sportifs de l'époque, ouh là là, une tollée de Marc-Antoine. Et donc Antoine et Cléopâtre sont obligés de s'enfuir et de retourner à Alexandrie. Sauf que Octave, il s'est dit bon bah moi je vais pas en rester là. Il continue à avancer avec sa petite armée et quelques mois plus tard, il entre à Alexandrie. Champion. Cléopâtre et Antoine se disent bon bah là ça pue un petit peu pour nous, ça va être compliqué. Cléopâtre, on ne sait pas trop pourquoi, se fait enfermer dans le tombeau qu'elle s'était construit.
Ouais, Oh, bah, c'est voilà. vivante Oui, vivante. Non, mais Nul. pas juste pour s'y planquer. Mais du coup, Antoine pense qu'elle est morte. Ce tombeau sera votre tombeau. Et Allez, l'affaire, voilà, référence. Antoine pense qu'elle est morte, et donc là, c'est la fameuse scène qui va inspirer William Shakespeare pour Roméo et Juliette. Il se fait harakiri. Oui, pensant voilà. que- Devant qu'elle- le tombeau, elle l'entend se faire harakiri, elle ouvre la porte du tombeau et il meurt dans ses bras. Oh non, et là elle boit du poison et du coup. Et donc là, elle se dit, bon, allez, c'est terrible, elle est ébranlée, elle le fait enterrer, et elle se dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, j'ai réussi à me taper 2 généraux romains, je vais peut-être réussir à Dans avoir- le mais plus tous grand des enfants. calmes. Octave. Elle va Octave. rencontrer Octave, qui n'a pas seulement le charisme d'une asperge, il a également l'appétit sexuel d'une asperge, il ne veut absolument pas de Cléopâtre, qui approche de ses 40 ans, donc T'as il commence vu à le être un blaire peu... qu'elle a aussi. Ah, Non, mais elle on commence à critique être pas. un petit peu Pas tapé physique. pour cette époque. Mhm. Et il n'en veut pas du tout, mais il lui dit non, mais t'en fais pas, je vais te laisser à Alexandrie, tu seras sous domination romaine, mais je te laisse ici. Et plus tard, on en fera une chanson. Voilà. Et elle apprend Qu'est-ce qui nous arrive elle aujourd'hui apprend en fait par des serviteurs que non, Antoine est en train de tout programmer pour la ramener à Rome en tant que prisonnière, l'exposer dans son triomphe et probablement la faire exécuter en arrivant à Rome. Donc elle Bien. se dit c'est la pire des humiliations, je vais mourir dignement et mieux que ça. Donc Elle va chercher un tapis. non, mais on a encore un doute sur la façon précise dont elle est morte. La plus racontée et qui est pourquoi pas la plus vraisemblable, c'est qu'elle s'est fait parer de ses plus beaux vêtements. Elle a été très bling-bling, une fois de plus, ses plus beaux bijoux, par 2 de ses servantes. Elle s'est fait livrer des paniers de figues et elle avait commandé des crotales en dessous des figues. Et donc elle s'est fait mordre par un crotal. Pourquoi elle a commandé des figues dans ce cas-là? Bah, Bah, je sais pas. histoire de, je sais pas, pour la Ça n'a pas postérité. de sens. Ouais, parce Vous que mettrez c'est classe. 6 burgers, 2000 chèques et. Un scorpion. Ouais, un scorpion. Bah, En crotel, c'est un scorpion du coup non, ça. Non, c'est un Non, serpent. c'est un serpent. Ah, ok. Voilà. Un serpent qui fait mal. Ouais. Et exactement. Et donc elle et ses 2 plus fidèles servantes se font croquer et meurent. La deuxième légende raconte qu'elle aurait tout simplement bu du poison et qu'on aurait raconté l'histoire du serpent un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'elle meurt. Octave avait quand même un cœur, étant donné qu'il lui fait des funérailles incroyables, et il l'a fait enterrer avec Marc-Antoine. Donc il se retrouve quand même dans la tombe, c'est mignon. Mais Octave, il est bien emmerdé puisqu'il dit « Oh, bah, et mon triomphe, quoi, je devais ramener à Rome Cléopâtre, je suis tout déçu. C'est pas cool. » Donc du coup, il fait faire une statue de Cléopâtre en or massif, allongée sur un lit avec un crotal autour du bras qui est en train de mordre son bras, donc pour faire comprendre à tout le monde qu'elle s'est suicidée. Et il va quand même ramener ses 4 enfants, voilà, qui va enchaîner et qui va exposer. Ah non, mais c'est horrible. Si, voilà. Pourquoi les enfants? Bah parce que les enfants, donc d'ailleurs, il va faire tuer peu de temps plus tard Césarion. Ouais, oui. Voilà, et les autres enfants de Cléopâtre ont un futur assez flou, on ne sait pas tout à fait ce qu'ils sont devenus. Il y en a une qui est devenue reine, quelque part en Algérie. Oui, voilà, mais ils ont grandi à Rome, et je crois qu'ils ont été élevés, si je ne m'abuse, par Octavie, donc la première femme de Marc-Antoine. Ok. Voilà. Par, Possible à suivre, t'en dirais le Panthéon. Bah ouais, c'est classe, voilà. Oh, Et donc, Tracy, Octavie. notre Octave, en fait, suite à la mort de Cléopâtre, eh bien, il récupère l'Égypte. C'est la fin de l'indépendance de l'Égypte après 3 millions, non, ça ferait beaucoup. 3000 années, c'est déjà pas mal, d'indépendance. Cléopâtre a été la dernière souveraine indépendante d'Égypte, c'est aussi pour ça qu'elle nous intrigue tant. Et la bataille d'Actium, ça reste une des batailles les plus décisives de l'histoire de notre monde, parce que si Cléopâtre et Marc-Antoine avaient gagné, le monde aurait été totalement différent. Ouais. Étant donné L'influence qu'Octave... orientale qui aurait gagné. Mais bien sûr. la Méditerranée. Et Octave n'aurait jamais pris le pouvoir total qu'il a eu par la suite, étant donné qu'Octave décide de changer de nom, devient Auguste, premier empereur de Rome, avec un règne excessivement long. Il meurt en 14, je crois. Donc il meurt quand même 45 ans plus tard. Et il va fonder l'Empire romain qui va perdurer encore pour des siècles et des siècles. Amen. Ah. Mais j'avoue, ce que tu as soulevé, ça m'intrigue. Je suis très curieux de voir ce qu'aurait donné le monde si s'ils avaient gagné, en fait, s'ils avaient pu étendre leur influence. On aurait probablement été dans une conception un peu plus arabe du monde, et peut-être aussi que la culture antique égyptienne, qui a totalement disparu aujourd'hui, sauf quand tu vas en Louvre, allez, ça te fait plaisir, tu vois 2 hiéroglyphes et une momie. Je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup plus perduré aujourd'hui. Et oui, ce serait un peu différent, en effet. Ma foi. Cool. Bah, vivement le sujet sur Jules César. Ah, Oui. Ça va venir. Peut-être. Du coup, maintenant, est-ce qu'on passerait pas au sujet de Juan? Bah écoute, on va faire ça. Allez. Je m'excuse d'avance pour le jingle qui arrive. Peut-être à elle, le bruit l'a fait boum. La
ça va faire du bruit. J'aime le bruit blanc de l'eau. Quel bruit. Bah, il était très bien ce jingle. Un peu criard peut-être, hein. Ouais. On peut faire mieux quand même. Hein. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui des Foley artistes. Alors si je vous dis Foley artiste, déjà est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Les Je artistes. dirais. Plutôt pas. Non, je sais pas. Non. Alors on dit ça n'a rien à voir avec la folie, avec le fait d'être fou. Ça parle pas des groupies quoi. On la garde. Non, absolument. Foley artiste, en fait, c'est un artiste bruiteur. Et le nom, Foley, ça nous vient de Jack Donovan Foley, un monsieur qui est à New York en 1891, et en gros qui a inventé une méthode, c'est de recréer les sons d'un film en post-production. D'accord. Donc l'intérêt, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Le premier auquel on peut penser, c'est le film d'animation, par exemple. Bah oui, on est obligé carrément. de tout créer lors d'un Bien film sûr. d'animation, parce que souvent, quand on parle des Foley artistes, on dit mais pourquoi vous avez pas, enfin un mec est en train de boire du whisky, on entend les glaçons teintés dans le verre, pourquoi vous l'avez pas enregistré sur le plateau? Enfin, déjà, on peut pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir le temps de faire ce genre d'enregistrement. Les ingé sons sur les tournages sont malheureusement un peu maltraités. Et également, on peut avoir besoin d'accentuer ces bruits pour faire Vraiment ressortir qu'ils ressortent, quelque ouais. chose. Voilà. Donc, on va pour ça les réenregistrer. Et pour que vous ayez une meilleure idée de quoi il s'agit, on va commencer par un petit extrait d'un film que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Pirates des Caraïbes. On me dit rien. Non, je. Non. Je crois que ça t'avais me parlé du parle bruit des moins. glaçons, mais. On va commencer en fait par l'extrait tel quel, donc d'une scène qui est une scène dans une forge où Jack Sparrow se bat avec Will Machin. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc au tout Je début. vois très bien. Exactement. That is a wonderful trick. Except once again, you are between me and my way out. And now, you have no weapon. Who makes all these? Putain, j'ai envie de le voir maintenant. Ça ira. Donc on remarque plusieurs choses dans cette scène. Il y a du dialogue. Il y a un âne. Il y a un âne, exactement. Donc il y a du dialogue qui peut avoir été enregistré lors du tournage, mais qui est souvent fait en post-synchro. Donc on va projeter le film, on va réenregistrer certaines voix, parce que dans des scènes d'action, par exemple, on n'a pas forcément un son très bon. Parce que tu peux avoir un micro accroché au col dans certaines scènes, ou un micro à perche. Quand tu as une scène d'action qui est filmée de loin, c'est quand même très difficile d'avoir des bons dialogues. Ouais. Donc on va souvent les faire en post-synchro, les redoubler. Ouais. On a aussi la musique, qui évidemment n'est pas là quand on Merde. tourne. On l'a Je fait. pensais qu'il y avait Ouais, une y a fosse pas avec des Après, musiciens. Et... Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare parce que ça pourrit tout le son. Pourtant, moi, je mets mes sons en plein milieu de mes chroniques, hein, donc C'est vrai. franchement. Ouais. Avec des vrais musiciens, d'ailleurs, ça fout le bordel dans le studio. C'est pour ça que tu ne travailles pas à Hollywood, Hicham. Et dans un dernier cas, il y a tous les petits bruitages que vous entendez. Tu parlais de l'âne, notamment. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont frappé un âne au moment Oui. M du tournage pour qu'il fasse Oui. Eh ben non. Oh, Ah, donc il y a un. je suis Ouais. tellement étonnée. Ils n'avaient pas besoin de le frapper, un peu de dressage. Et... C'est quand même compliqué de l'avoir au bon moment. Tu vas Vas-y, pas Maurice, refaire fais 200 ton fois bruit. la prise pour un âne. Pareil, que lorsque l'épée tape au milieu, je vais vous le faire réentendre. On entend une espèce de bruit très caractéristique, un ouh de tôle qui ondule. qui ondule. Ouais, c'est ouf. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais quand on plante une épée dans un mur, ça fait pas ce bruit-là. Hmm. Du tout. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ce bruit-là si ça Alors, fait pas ce bruit-là? C'est tout l'intérêt du Foley L'imaginaire. artiste. Exactement. En fait, j'en parlais récemment. Lorsque tu entends dans un film le coup qui craque de quelqu'un, Ça me dégoûte. ça te dégoûte. Oui. Et si tu imagines dans ta vie de tous les jours, ça fait quel bruit quand le cou de quelqu'un craque, Je crois que tu penses Ça me- à ce bruit que tu as Oui, entendu dans des absolument. films. Comment ça, dans ta vie de tous les jours? Moi, j'entends pas des gens qui craquent. On a tous nos problèmes déjà, mais en fait tu n'as jamais entendu le bruit d'un cou qui se brise. Tu l'as entendu dans des films. Et le bruit d'un cou qui se brise dans un film, c'est une branche de céleri qu'on casse en deux. non. Donc ton cerveau, Ah, je ne ferai plus jamais la cuisine de la même façon. Je ne fais pas la cuisine tout court. Ok, allez gratos. ok. Donc ton cerveau a fait ce travail en fait d'associer un bruitage que tu entends dans certains films à un vrai bruit qui en fait n'est pas le bruit que fait ce bruit. Ça va peut-être te surprendre, mais tu n'as jamais entendu le vrai bruit d'un feu dans un film. Quand tu entends un feu de cheminée, c'est jamais un feu de cheminée.
Ça va être du papier cellophane, ça va être autre chose qu'on utilise et Mais ton pourquoi cerveau ils fait vont le pas boulot. genre sur des camps scouts, ils mettent un petit micro? Bah, ils préfèrent tout faire dans un studio, mais Bougez on va pas en les reparler. enfants. Et je vais vous faire écouter la même scène avec uniquement le travail du Foley. Il y aura un petit peu de dialogue, mais c'est pas les dialogues originaux. C'est des doublures de dialogue qu'on utilise lorsqu'on enregistre ce genre de son, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire les post-synchro. Donc il y a des gens qui sont pas forcément acteurs qui vont refaire les voix. Et vous allez voir que le son est assez différent parce qu'il n'a pas encore été traité, il a juste été enregistré. On est sur la même scène, hein, exactement. Un peu ridicule. Et n'est-ce pas? That is a wonderful trick. Non, ce n'est pas Johnny Depp. Except once again, you are between me and my way out. And now, you have no weapon. Son accent est trop cool par contre. L'âne a un peu plus l'air con. Ouais. Ça, c'était le vrai bruit de l'âne. Non, c'était quelqu'un qui l'a fait. Ah, c'était d'accord. les premiers folies. En fait, au début, tu J'allais commences dire, à il par faire était des premiers. malade, l'âne, quand même. En hein. effet. Fais-moi rêver, dis-moi que c'est toi qui l'as fait à la bouche. Non, j'ai malheureusement pas eu le temps, mais j'aurais adoré. Et donc pour la comparaison, je vais vous faire réécouter donc le début, cette fameuse épée, Ouais. et la version du mixage final. Oh la vache. On n'est pas sur la même chose. C'est un peu plus épique, quoi. Exactement. Donc j'espère que déjà vous avez compris l'intérêt de ce métier de Foley artiste. Oui. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que t'as dit qu'on allait devoir participer après. Là, je Oui, t'avoue que je m'inquiète de on va y plus en venir. plus. Tu vas On va voir. faire craquer des coups. Ce sera rien de trop méchant. Tu nous as apporté du céleri? Non, j'y ai pensé, mais vraiment, j'étais un peu en speed. Donc, le principe de la méthode de Jacques Foley, c'est qu'en fait, on va avoir la scène du film qui est déjà montée, on va la projeter sur un écran, et on va avoir des comédiens / ingé son qui vont rejouer la scène avec des accessoires pour reproduire ces bruits. Sauf par exemple, l'âne, on l'a pas forcément amené dans la pièce, on l'a peut-être enregistré en amont dans une banque de sons. Donc, c'est une scène qu'on appelle un Foley stage. Là où c'est un espèce de studio de son où il y a un bac à sable, il y a un bac de flotte, il y a un peu tous les Et un accessoires âne à qu'on côté. voudrait. Il peut y avoir un âne potentiellement, surtout que souvent à côté de ce studio on va avoir un hangar immense. Je sais pas si vous voyez Indiana Jones, à la fin il y a un hangar où ils mettent l'arche perdue regarde pas avec ces des films. kilomètres de long. Tu le quoi? Et je me souviens pas de ce qui se passe. Misère de misère. Enfin, il va y avoir Sorry. beaucoup d'accessoires, un peu tout et n'importe quoi, des planches, des clous, des morceaux des frigos avec du poisson, de la viande, etc. Si je vous dis par exemple comment on enregistre un coup de couteau dans quelqu'un, dans un film, quelqu'un se prend un coup de couteau, Il on prend n'est pas allé après dans de la poignarder quelqu'un. viande. Ouais, c'est Alors dans de la non, viande, non justement, on va plutôt une poignarder de la Du laitue. céleri encore. De la laitue. On va plutôt poignarder de la salade parce que le son rend beaucoup mieux. Mais ça croque la salade. Oui, ça croque la salade. Ah, ce vegan murder, quoi. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un, mais. Mais on en revient au point Oui. de tout à l'heure. On Oui. pourrait poignarder de la viande, Ouais. mais en fait le son est moins cool. Ouais, mais j'aurais pris un truc un peu plus pulpeux, plus juteux. pour que Après, ça fasse- après les Un sons, pomelos. les sons sont retravaillés. On peut en superposer Des plusieurs. Comme on a vu quand on parlait des Encore cris de le monstres, T-Rex. souvent c'est composé Un avec. concours de meilleur bruitage. Pour l'anniversaire. Faites le bruit de Marc Aurèle lorsqu'il s'est fait harakiri. Voilà. Non Ah, on pourrait. On pourrait faire un pourrait, concours, si ça tu vois. intéresse Mais oui. certains auditeurs. On utilisait aussi le terme de Foley Walker au lieu de Foley Artist parce qu'à la base, en fait, on s'en servait uniquement pour faire les bruits de pas. Quand une personne sortait d'une scène et de qu'elle n'était Matt pas dans Coco. le cadre. Alors, non, ça c'est pour les chevaux. C'était les Ah chevaux, oui, oui. c'est vrai, ça a zut. été, Merde. surexploité Graal. par les Monty Python. Ouais. Absolument, mais on fait toujours ça comme ça en fait. Alors, Oui, bien potentiellement sûr. dans des graviers, on fait pas clac-clac avec 2 noix de coco, mais c'est comme ça qu'on fait le bruit des chevaux. Si, on suit les chevaliers avec des noix de coco et on fait clac-clac. Si vous venez avec des noix de coco pour l'anniversaire, on vous rince toute la soirée. Ah oui, alors Soyons franchement. tout à fait clairs. C'est dangereux ce que tu dis. Et suivez-nous en faisant. Voilà. Clac, 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 clac. Mais par exemple, imaginons que vous voudriez faire le bruit d'une flèche qui passe. Quelqu'un qui tire une flèche, ça fait un espèce de whoosh, ce qu'on appelle le whoosh. Ouais. Ou quelqu'un qui va dans les vieux films de kung-fu, un grand mouvement, ça Mais va là- donner ce genre de bruit. Là, je sais, tu fais ce que je faisais quand j'étais petite. Tu prends une branche en bois parce que oui, en Franche-Comté, on s'amuse comme ça. Et tu le fais dans l'air. Et là, t'enregistres Pas et mal. ça fait le son. Et qu'est-ce qui fera encore plus de bruit, un meilleur bruit Un qu'une branche? bambou. Très bien. Oh. Donc, la plupart des bruits de flèches que vous allez entendre dans des films, c'est en fait un bambou qu'on Ouais. fait passer devant le micro. Parce et que ça le va faire bambou, ce c'est suffisamment fin, souple, Et sans creux. être et tout. Ouais. surtout creux, c'est ce qui fait que le bruit est sympa. Le bambou ne ressent rien. Non. Il est à l'intérieur. On va aussi avoir un deuxième petit exemple, c'est un bruit de pistolet laser. On arrive tous à peu près à se constituer le bruit que fait un pistolet laser alors qu'on n'en a jamais entendu en vrai. Attends, un Dans des pistolet films. laser, tu parles Un genre de de- Star Wars? Ah non, d'accord. Tu vois Ok. Ça, généralement, par exemple, on va tendre un câble en métal très très tendu et on va taper dessus avec un marteau. Ah Et ouais, en fait, la ça- résonance va faire ce ptiou qu'on entend. C'est trop ouf. Mm. Trop cool.
N'est-ce pas ? Bah oui. Donc, on va en venir à notre exercice pratique. Il y a déjà plein de merde sur la table, alors on va pouvoir tester des trucs. Oh, ça va, oui. Je sens que ça critique là. Et par exemple, je vous ai ramené ça, c'est de la bande de cassette audio. Ah oui, à l'ancienne quoi. À l'ancienne, alors la bande de cassette audio, c'est ça Ah, ou c'est le pour ça que ça cellophane. traînait tout à l'heure, d'accord. Mais oui, c'est ça qu'on utilise pour faire le bruit du feu, par exemple. Putain, il fait déjà chaud là. tiens. Et on se ferait pas une petite fondue, les gars Au coin de ce feu J'avoue. Ah, oh. Jingle bell. Ah, il manque des petits jingle bell, craquements qu'on jingle pourrait bell. faire avec autre chose, par exemple. Avec ça, tiens, Hicham, je t'invite à faire claquer ce stylo 4 couleurs en même temps, parce qu'il y a toujours des petits morceaux de charbon qui craquent. Oh, on se croirait chez Mémé au chalet, quoi. On s'y croirait. Ça marche bien. Non, c'est vrai que ça marche pour de vrai. Et oui, on va avoir par exemple une corde, on pourrait faire croire qu'on est sur un bateau, on peut avoir une voile de bateau, Une barguette, J'ai ouais. pensé à la même chose. par exemple. C'est clairement braguette. J'ai pensé à la même chose. Qu'est-ce que vous avez sur la table qui pourrait faire un bruit On va essayer. Vas-y, essaye. Non, ça marche pas. Attention, c'est Fais un un peu il expérimental. nous fait un documentaire sur les fourmis. Oui, c'est le bruit de Découpe mastication la des fourmis, petite ça. feuille. N'importe quoi. Ok. Donc ça peut fonctionner à peu près sur tout. Sauf sur ce que vient de faire Hicham, mais. Donc je vous propose un exercice pratique, je vais vous filer des petits bails. Toi ça marchera pas trop avec ça parce que t'as un micro qui est moins sensible. Hey Tiens, prends ça. Toi tu vas prendre C'est pas ça. le micro qui est sensible. Hop. C'est moi. Toi tu vas prendre, je sais pas, tiens la bouteille d'eau ça peut servir. Alors là, je le sens très très mal. Et vous allez imaginer que vous êtes sur un bateau. Un homme avec un bateau qui est en train d'ouvrir sa braguette. Bon, je vais vous filer un petit coup de main. Et vous allez devoir. Vous avez une mission, c'est de nous faire croire qu'on est sur un bateau. Donc je vous aide quand même, je vous mets un bon gros bruitage de fond. Des mouettes. Oui. Oh oh. Ça marche comment le vent? Je fais le camp. Ah bah tu te démerdes. Mais fais le plus proche. Et Hicham qui est en Est-ce train- qu'on peut retourner la caméra du live Qui est en pour que train les de- gens voient ça? Hicham, s'il te plaît. Ça marche ou pas? Ça marche pas mal. On s'y croit pas tout à fait. Camille, à toi. En même temps, continuez. Le commandant va pisser. À l'abordage. Bah ouais, je peux rien faire avec ma bouteille. t'as vu. Si, secoue ta bouteille d'eau, je sais pas. Ok, je pense que. ce Allez, bruitage a donc assuré. je vous ai assez humilié. Ouais, clairement. Clairement. Si vous écoutez en différé, désolé. Voilà. Et voilà à peu près ce que c'est que le travail d'un foley artiste. Alors c'est un métier. On qui est s'inscrit quand où même- pour faire ce métier? Ouais, C'est quand qu'on justement, nous embauche je m'attendais à la question. C'est un métier qui est malheureusement assez fermé. Parce que ça nécessite une structure, collectionner des tonnes et des tonnes d'accessoires, avoir un gros studio de son, d'avoir beaucoup d'espace. Il faut pouvoir faire tout, quoi. Bah, Il faut pouvoir faire tout, sachant on a que ici souvent, on n'a pas la place de mettre une piscine, typiquement. Si, une petite piscine pour enfants. Tu dérives. tu dérives. Ouais, tu pourras pas faire les bruits de la mer avec la piscine pour enfants. Piscine pour enfants à l'étage. Faisons comme ça, très bien. Ah oui, en plus, c'est une très mauvaise idée pour J'avais oublié l'isolation. que Ilias c'était relou. Il aime pas trop les dégâts des eaux. Mais Ouais, voilà, j'aime pas c'est- trop les dégâts c'est- des eaux. C'est un métier qui est assez fermé pour en vivre pleinement, mais il y a pas mal d'ingé-sons qui font ça en extra sur des courts-métrages, enfin un peu toutes les prods. Et c'est en effet un métier qui est fascinant et passionnant. Et vous avez pas mal de documentaires assez courts que vous pouvez trouver notamment sur Vimeo en tapant Foley Artist. Donc ça s'écrit F-O-L-E-Y. Et en plus de trouver des documentaires intéressants sur le fonctionnement du métier, vous pourrez aller voir vos films préférés. Il y a souvent dans les featurettes, dans les bonus DVD, notamment ceux de Jurassic Park, qui sont passionnants parce qu'ils ont dû créer les cris de tous ces dinosaures, créer tous ces Ah, sons. ça, Pareil c'est pour Star génial. Wars, ils ont dû créer les bruits différents pour tous les vaisseaux, etc. Et si ça peut vous rendre curieux du sound design, quand vous allez voir un film, quand vous entendez un son qui n'existe pas, essayez de vous demander comment il a pu être fait. Et puis vous pouvez aussi essayer chez vous, c'est une activité dominicale comme une autre, vous prenez une scène de film que vous aimez bien, vous coupez le son, essayez une scène sans dialogue, c'est plus pratique parce que c'est assez rare qu'on joue aussi bien que les personnes à l'écran. Mais si vous avez des enfants par exemple, ça peut être une activité ludique tout à fait sympa pour un dimanche. Et ce sera tout pour moi. Et bah effectivement, on voit que c'est un vrai métier parce que notre prestation était, je pense, C'était assez minable, on va Ouais. pas se le cacher. Disons que c'était une entrée de gamme. Voilà. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas négatif, c'est un début. Dans ma tête, ça rendait mieux. Bah, j'espère que dans vos têtes aussi. Non, on a fait de notre mieux. hein. Non, c'était déjà bien. En tout cas, maintenant, ça va être au tour de monsieur Ilias Allez. de la Vega Rodriguez. Allez, on va parler d'économie. Pas d'argent, pas de pièces,
chance que papa possède une banque. Mais où es-tu, argent? Ouais, alors moi, du coup, comme je vous l'ai dit, je vais parler des monnaies locales. Parce que c'est un sujet qui nous a été proposé par des auditeurs, on ne sait pas qui, encore une fois. Mais d'abord, déjà, qu'est-ce que vous savez sur les monnaies locales? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Moi, dessus? tout ce que je peux te dire, c'est que je sais qu'il y en a quelques-unes en Angleterre. Notamment, Ouais. on en parlait, c'était à Bristol. Ouais, à Bristol, ils sont assez Je vifs sais qu'ils là-bas. ont une monnaie locale qui a assez d'impact et qui fonctionne pas trop mal. Je pense pas qu'en France ce soit très répandu, mais je ne saurais le confirmer. Et ben ça commence, vous allez voir. Alors déjà, les monnaies locales, ce qui est important à savoir, c'est qu'on parle de monnaie locale complémentaire. Pourquoi? Parce que c'est obligatoirement complémentaire d'une monnaie existante. Mais genre le Bitcoin, c'est une monnaie complémentaire? C'est une monnaie complémentaire, mais pas locale. Ouais, parce que c'est pas local, enfin, c'est limité Ouais, géographiquement. Ouais, en partie. C'est en partie limité géographiquement, effectivement, et c'est utilisable uniquement par les personnes qui en font le choix. Donc ça marche aussi avec le Bitcoin en l'occurrence. Donc un commerçant peut choisir ou non d'accepter une monnaie locale. En théorie, avec une monnaie locale, je dirais parfois MLC, parce que monnaie locale complémentaire, ça prend du temps. MLC, monnaie locale, très bien. Voilà. Donc avec une MLC, en théorie, on peut acheter tout bien et services de la vie courante, mais si les bonnes conditions sont réunies. Et donc on va parler de ces conditions. Allons-y. Un petit point histoire pour commencer. Donc le concept de monnaie locale, Camille pourra peut-être confirmer, j'espère, sinon je me suis planté. Mais ça existe depuis le Moyen-Âge, donc depuis très longtemps. Le fait d'avoir une... C'était quand le Moyen-Âge? Jadis, naguère, d'antan. Non, c'est 400 000, 400? Ouais, oui, Oui. ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça en plus. Si c'est ça. faux, tu peux dire non. Non, si, c'est ça. C'est ça. Bah, bien, ouais. Toi, au moins, tu m'as écouté. Ah Merci. oui. Bon, en même temps, on en parle à chaque épisode. Mais donc voilà, ça existait à l'époque d'avoir, on va dire, une monnaie alternative pour une région, une sous-région, on va dire. Mais par contre, c'est qu'au 19e et 20e siècle qu'on voit émerger de nouvelles expériences économiques, et surtout après la crise de 29. Est-ce que vous voyez à quoi ça fait référence, la crise de 29? Crise de 29, 1929? Oui, exactement. Merci, Cham. Comme il y a la une date. en Oui, 1629. c'est le grand crack boursier. Ouais, c'est le crash de Wall Street. la grande dépression, ouais. Exactement. Et en fait, là, le souci avec la crise de 29, c'est que les banques remplissent plus leur rôle, donc il a fallu trouver une solution. On parlera d'une de ces solutions, mais qui est venue bien plus tard. Notamment après la crise de 29, je vous encourage à voir ça. C'est, il me semble, dans la ville de Vargue, ou bien c'était la monnaie, je ne sais plus. Mais c'est en Autriche. Il y a une expérience qui a été faite en 31 ou 32, où ça a extrêmement bien marché. Il y a une monnaie locale qui a été mise en place, et ça a super bien marché pendant des années. Parce que c'est typiquement le genre de truc qui peut s'installer dans une période de récession où on a des gros problèmes économiques. Localement, les mecs sont obligés de se démerder pour avoir une vie commune. Alors tu marques un point, c'est quelque chose qui était très fortement lié au contexte de crise. Donc déjà ça a commencé avec c'est donc des expériences sociales et solidaires, on en reparlera, mais c'était un moyen d'organiser le troc, autrement dit. Il y a eu un premier moyen qui était, c'est pas forcément des monnaies locales, mais il y a eu des banques de temps. Alors pendant quelques années, dans les, on va dire 10-15 dernières années, c'est un peu buzzé ce genre de truc. Je sais pas si vous voyez, c'est on va dire des communautés en ligne ou locales où vous pouvez proposer 1 heure de service contre 1 heure de service. Oui. Donc vous pouvez passer 1 heure à tondre la pelouse de quelqu'un, et en échange, pendant 1 heure, il va repeindre votre mur. Ouais. Exactement. Ouais. J'allais dire repeindre en plus, c'est fou. Mais oui, puis c'est vrai que t'étais parti sur le geste et tout. fais des Enfin, gestes. c'était un beau début. Ouais. mais ça c'est intéressant, mais c'est pas des monnaies locales, et ça existe encore, les banques de temps. Et il y avait aussi le SEL, SEL, c'est le système d'échange local. C'est un système d'échange mais qui est pas forcément basé sur de la monnaie. Donc encore une fois, c'est du troc organisé au final. La différence entre les SEL et les MLC, donc les systèmes d'échange locaux et les monnaies locales complémentaires, c'est que les monnaies locales complémentaires, c'est pour, il y a une vraie visée professionnelle, donc c'est pour échanger avec des commerçants, donc avec tout ce qui va avec, tout le cadre légal. Et les SEL, c'est simplement pour animer une communauté de particuliers, donc rendre des services. On a dit que c'était très fortement lié à un contexte de crise. Il y a notamment un exemple en Grèce en 2008. Là, c'est pas une monnaie locale, mais c'est pour montrer pourquoi c'est une solution qui est intéressante dans ces cas-là. Donc en 2008, la Grèce était très très fortement touchée par la crise. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était une espèce de misère sans nom. Après les Jeux Olympiques. Oulala, tu m'en demandes trop. Si, entre autres, ça y a fortement contribué.
Oui, donc ouais, ça n'a pas dû aider parce qu'il paraît que ça ramène de l'argent, mais... Ponçage de sourcils. Bon, disons en 2008, et en fait, c'était un cercle vicieux qui s'est installé. Réduction des salaires dans le public, mais après ça s'est généralisé. Baisse du pouvoir d'achat, donc baisse de la consommation, donc augmentation du chômage. Vu que les gens consomment moins, il y a moins besoin d'employés. Et en fait, tout ça, il y a un cercle vicieux parce que moins ça consomme. C'est le principe de crise. Merci. Voilà. Non, mais c'est super Bravo intéressant parce Einstein. Oui. T'as une première baisse des salaires, en fait, même dans le public, parce que c'est l'État qui a des galères, et en fait, ça se répercute sur tout le monde. On voit qu'il n'y a pas d'argent, pas de travail, mais en fait, les gens, ils ont quand même la capacité de travailler, et ils ont quand même besoin de consommer. Donc c'est bizarre de dire la consommation baisse. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de consommer, c'est qu'ils peuvent pas. Donc là, les habitants d'une petite ville qui s'appelle Volos, en 2012, ils ont décidé d'organiser le troc à leur échelle. Ils ont créé une MLC qui s'appelle le Thème. C'est pas tout à fait une MLC, mais c'est pas loin. Donc ils ont créé une association qui allait gérer les transactions. Donc chaque personne qui s'inscrit à l'association reçoit une mise de départ, et après tu peux dépenser des thèmes pour acheter à manger, demander un service, une consultation médicale ou une coupe de cheveux, et tu peux aussi j'ai dit dépenser, c'est ça? Oui, donc tu peux dépenser des thèmes pour ça, ou tu peux gagner des thèmes en proposant tes propres services, en faisant un gâteau, en réparant la voiture de quelqu'un. Oh, c'est drôle. C'est la question que je me posais justement, s'il y avait une mise de départ ou si c'était quelque chose qu'on devait acheter, comme justement, tu parlais du Bitcoin, la crypto-monnaie, tu l'achètes avec un argent existant. Alors tu peux la miner. En toute logique, les MLC... Alors justement, le Bitcoin, c'est pas... Alors vous verrez, il y a un concept particulier sur l'équilibre justement, et sur... je vous expliquerai pourquoi on a créé les MLC en fait. Là, il y a une mise de départ, en l'occurrence, mais c'est pas tout à fait une MLC, c'est plus un SEL, un système d'échange. Mais donc, en fait, il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de billets, c'était le système qui gérait tout. Donc, quand il y avait une transaction qui était faite, on marquait ça sur un petit papier, on allait voir un administrateur du système, et rentrait ça sur le logiciel, et ça faisait les transferts automatiquement. Oui. Et en fait, ça a super bien marché. Parce que ça a relancé l'économie, ça a créé du travail, de l'emploi. En fait, les gens ont pu vivre tout simplement, et ça a tellement bien marché que la mairie a pas plébiscité, mais a supporté cette initiative, puisqu'elle a permis aux gens de payer une partie de leurs impôts locaux en thème. Donc en fait, cool. elle reconnaissait qu'il y avait qu'il y avait du travail de fourni, et elle leur a permis de faire vivre la ville, parce qu'elle recevait des thèmes, donc elle pouvait les dépenser en payant les administrateurs, en payant les employés de la mairie. Je tire mon chapeau à cette mairie. N'est-ce pas? Il y en a d'autres comme ça, c'est là que c'est intéressant. On peut se poser une question, pourquoi les monnaies locales complémentaires? Déjà, pour vous, à quoi ça sert la monnaie? À quoi ça sert l'argent? Dépenser. C'est bien, c'est pas du tout une question de bac de philo, ça. Non, d'un point de vue très très simple. Vous avez 4 heures. Pour avoir une manière physique d'échanger des services en gardant une traçabilité, un compte. Et c'est parfait. Parce que justement, c'est la définition la plus brouillon que j'ai fait de ma vie. Mais justement, en fait, ça fait partie du problème, c'est que, en tout cas, ce qu'avance une partie des personnes qui défendent les MLC, c'est que l'argent dans le monde au général, et ça touche aussi un petit peu la monnaie, c'est minoritairement utilisé pour acheter et dépenser, et majoritairement pour faire des placements financiers, soit pour déposer de l'argent, soit pour essayer de le faire fructifier. En fait, la richesse qui est produite va être utilisée pour être stockée, emmagasinée, et ça fait pas forcément vivre les commerces, ces choses-là. Donc, pourquoi créer une MLC? Premièrement, donc c'est un acte... Je suis désolé, j'entends MST à chaque fois. Non. Pourquoi créer une MST? Une MLC, une monnaie locale. Je vais dire monnaie locale. Donc, pourquoi créer une monnaie locale? Donc déjà... De manière générale, c'est un acte militant, c'est ce qu'il faut comprendre. Certains disent que payer avec une monnaie locale, c'est comme payer avec un bulletin de vote, c'est défendre quelque chose. Donc premièrement, c'est pour favoriser le commerce local, donc favoriser les commerces du coin versus une grosse chaîne, un gros hypermarché. Et aussi pourquoi? Pour raccourcir les circuits de production, réduire les coûts de transport, réduire l'impact écologique. Donc il y a toute une démarche derrière. Deuxièmement, pour maîtriser l'utilisation qui va être faite de son argent, parce qu'on peut se dire, en fait, tu peux déjà payer juste dans les commerces du coin, tu peux déjà le faire. Sauf que ces commerces-là, ils vont prendre l'argent que tu leur donnes, ils vont le mettre sur leur compte en banque. Ce compte en banque, il va être utilisé pour faire des placements un peu partout dans le monde. Mais même, c'est malin dans le sens où si tu as cet argent, si tu as cette mise de base, tu vas forcément la dépenser. Tu vas pas la laisser dans un coin et ne pas t'en servir. Et cette mise de base, tu peux pas la dépenser à l'Intermarché du coin. Elle est valable que chez ton commerçant de quartier. Ouais.
Alors déjà, et en plus il y a un principe dont je parle là qui fait que on encourage, enfin certaines monnaies locales encouragent très fortement l'utilisation. Typiquement, tu peux pas faire de placement rémunéré. C'est l'argent que tu as. Tu peux pas faire fructifier sans travail. D'accord. Le but vraiment c'est d'utiliser et de favoriser ton commerce local. Et troisième point, donc c'est de faire, justement, on y vient, faire circuler l'argent plus facilement, être moins dépendant des grands marchés. Donc c'est une grosse crise comme ça s'est passé en Grèce malheureusement pour eux. Et t'es pas dépendant. Il y a eu justement pendant les grosses crises, imaginez-vous, même si vous aviez de l'argent en banque, si vous alliez au distributeur, vous pouvez pas retirer d'argent. Donc tu pouvais avoir 200, 300, 5 000, 10 000 euros en banque. Tu pouvais pas retirer 10 euros. Donc ça, au moins, ce que tu produis, tu peux l'utiliser et t'es pas dépendant de ça. Donc, comment ça marche ? Comment on crée et quel est le fonctionnement globalement ? Chaque monnaie locale va avoir un fonctionnement propre, mais elles ont souvent une petite base commune. Je vais me baser sur les exemples qu'on trouve le plus souvent en France et en Europe. Donc déjà très souvent il y a un taux de change de 1 pour 1 de la monnaie locale, prenons l'euro comme exemple, de l'euro vers la monnaie locale. Donc avec 1 euro on a un brosouf, disons brosouf. Admettons. Voilà. Allez. Il y a un taux de change vers l'euro qui est parfois possible mais limité et soumis à une taxe la plupart du temps. Donc typiquement si je donne 100 brosouf, je vais recevoir 97 euros ou ça dépend du taux. Mais ça permet de financer le système. Ça permet de créer de nouvelles... Et non, du coup. Non, pas créer de nouvelles trucs, mais de financer les personnes, toute l'association en fait qui gère ça. D'accord. Parce que c'est très souvent une association. Parfois, les particuliers n'ont pas le droit de transformer les brosoufs, mais les professionnels le peuvent parce que parfois ils reçoivent plus d'argent qu'ils ne peuvent en dépenser, mais ils ont une petite taxe dessus pour financer l'initiative. Ok. Certaines monnaies, on parlait du fait d'encourager à la dépense, certaines monnaies sont fondantes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Elles sont pas croquantes. Allez, oui, c'est voilà. Ça, tu ne peux pas mâcher ton billet. Non, rien à voir. Non, une monnaie fondante, en fait, c'est une monnaie qui va perdre de sa valeur avec le temps. Donc, un billet que tu vas recevoir, mettons, en janvier, en décembre, il va perdre la moitié de sa valeur. Et toutes les monnaies, ça monte, ça descend. Des fois, l'euro est au même niveau que le dollar. Et puis après, là, vu que tu as un taux de 1 pour 1 avec l'euro, tu peux pas spéculer dessus, entre brousouf et euro. Par contre, si tu as mais vraiment littéralement, si tu as un brousouf en janvier, il peut valoir juste 0,5 brousouf en décembre. Parce qu'il y en a qui mettent justement on va dire, une espèce d'échéancier où si tu le dépenses pas, ça perd de sa valeur. Oui, ça encourage à le dépenser, à l'utiliser du coup. Et pas à le planquer sous le matelas. C'est un système autosatisfaisant en fait. C'est sympa. Ouais. Parce qu'on prend un truc en disant ça marche, mais en même temps t'as pas le choix parce que si tu t'en sers pas, de toute façon ça perd de la valeur. Donc, Ouais, et puis tout simplement ça t'empêchera pas d'en avoir d'autres. Mais là, celui que t'as dans la main, si tu le planques sous le matelas, il va pas. Mais donc une monnaie fondante, c'est ça ? Ouais. Elle regrimpe pas plus tard. Elle ne devient pas croquante. C'est pas qu'elle grimpe ou qu'elle grimpe pas. C'est pas la monnaie en général qui est dévaluée. C'est le billet que t'as dans la main. En gros, le billet que t'as dans la main qu'on te donne en janvier, pour être valable, faut qu'il ait, mettons, un tampon. Et tous les 3 mois, faut qu'il ait un tampon. Ah d'accord, il est daté. C'est comme les tickets resto, quoi. T'es obligé de les utiliser dans l'année. Ouais, mais c'est pire que ça. C'est que ton ticket resto, mettons, on pourrait dire que celui de janvier, en juin, il va valoir la moitié de sa valeur. Donc, il faut que tu l'utilises entre janvier et mars. Okay. Et si tu l'utilises entre janvier et mars, il va être bon. Et celui que tu as en février, pareil, 3 mois. Donc, c'est vraiment sur le billet que tu as en main. Donc, tout ça pour encourager la dépense et réduire le fait de mettre de la thune de côté. C'est pas fait pour ça. Il y a Elodie qui dit qu'une monnaie fondante, c'est un mi-cuit. Ok. Nous remercions Elodie que vous avez déjà vu à ce micro. On la remercie pour ces blagounettes. Merci beaucoup. Et là, vous vous demandez, mais comment créer une monnaie locale ? Je vous entends depuis tout à l'heure. Mais comment créer une monnaie locale ? En fait, Ilias. Puisque tu en parles. Dans l'absolu, on pourrait en créer une autour de cette table avec chacun une mise de 5. Exactement. Même pas forcément de mise, même si c'est conseillé d'avoir un fonds parce qu'il faut quand même que tu puisses assurer que les personnes qui veulent récupérer leur argent l'auront. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais effectivement, on pourrait. Déjà, il y a un cadre légal. En tout cas, en France. J'allais poser la question. Ouais, en France, il y a un cadre légal qui a été précisé par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, autrement connue sous le nom de l'OAMON, si je dis pas de bêtises. Ça a été inclus dedans. Et typiquement, dans la loi, les monnaies locales sont légales entre les membres d'une association. Donc c'est pour ça qu'il faut adhérer à l'association pour pouvoir utiliser cette monnaie. Que ce soit commerçant ou utilisateur. Donc, première chose à faire, créer une association. C'est tout simple, c'est pas très compliqué. Après, il faut définir les conditions d'utilisation de la monnaie locale, le taux de change, la fondabilité,
chacun choisit, donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place une monnaie fondante, mais vous pouvez. Vous devez régler les conditions d'adhésion à l'association, parce qu'on a parlé, il y a très souvent en tout cas un message, c'est un acte militant comme on disait, et certains le poussent plus ou moins loin, donc vous pouvez demander aux personnes, aux commerçants qui adhèrent à l'association d'assurer la qualité de leurs produits, de se fournir uniquement dans la région, d'apposer un label sur leurs produits. C'est possible. Faut définir les caractéristiques de la monnaie. C'est con, mais il faut lui donner un nom, il faut lui donner un visuel, un mode de fabrication, parce que si c'est votre monnaie, c'est vous qui gérez la fabrication, et donc le système antifraude. Parce que si vous assurez que vous allez produire la monnaie, il faut aussi assurer que d'autres personnes ne peuvent pas la... Genre Herman et Arthur. Voilà, exactement. Ouais. On vous escrocs, voit, quoi. On vous voit. Et enfin, faut créer un réseau de commerçants, de prestataires de services, de personnes qui vont adhérer pour fournir un service et créer une communauté, tout simplement. Donc au final, c'est pas très très dur. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples, commençons par quelques chiffres. On adore les chiffres. Ça, c'est des chiffres donnés par un expert français des monnaies locales. Donc, je n'ai plus le nom, malheureusement. Chiffre pouce. En 1981, il y avait deux monnaies, enfin lui en tout cas, dénombrait deux monnaies locales dans le monde. En 2005, il y en avait 5000 dans une douzaine de pays. Pas mal. Sacrée évolution. Et en 2014, plus de 13 000. Donc ça fait une sacrée progression, mine de rien. À cela près que j'en parlerai un petit peu, parlons-en. Mais les bénéfices de la monnaie locale sont partagés en fait économiquement parlant. Donc il se passe quelque chose, mais c'est déjà très difficile de le mettre en place sur des très très gros périmètres, de même que sur des très très petits. Donc là il y a des discussions pour voir si ça vaut pas le coup d'instaurer ça sur des régions pour justement favoriser l'interaction entre les commerçants. C'est pas déjà le cas à l'échelle de certaines régions? Alors j'ai pas des infos qui n'ont pas forcément été adoptées par tout le monde mais qui sont valables à l'échelle d'une région, j'imagine que ça existe. Oui, alors certains effectivement, notamment on va en parler dans la région de Bristol. Parlons de monnaie locale étrangère. La fameuse. Donc ça c'est en Angleterre et c'est la reine des monnaies locales. Oui, c'est la plus. Si on a entendu parler de monnaie locale, on a entendu parler de Bristol. Notamment si vous avez vu le documentaire Demain de Mélanie Laurent. Je crois qu'ils font une partie de leur film sur Bristol, notamment sur leur monnaie locale. Ah, je ne l'ai pas vu, je regarderai. Alors je regarde quelques petites questions ou remarques qu'on nous a fait. Michael qui nous dit comme une date de péremption pour la fondabilité. Oui et non, c'est-à-dire que c'est croissant, c'est décroissant, mais c'est un principe effectivement à terme, ça vaudra plus rien. Et Amaury qui nous demande si le Monopoly est une monnaie locale. En l'occurrence non, mais par contre... Non, ce serait comme une monnaie dans le jeu vidéo en fait, c'est dans la diégèse de ton utilisation, c'est une vraie monnaie, mais dans le vrai monde ça n'a aucune valeur. Ouais, à moins que d'autres personnes l'acceptent, mais par contre les tickets restaurants, c'est une vision intéressante parce que il y a aussi un message derrière, tu ne peux les utiliser que pour t'alimenter, et il y a que certaines personnes qui l'acceptent, il y a toute une logique derrière, c'est quand même assez proche des monnaies locales. Revenons à Bristol. Donc le Bristol Pound, ça a été créé en 2012. Ils sont pas foulus pour le nom. Ils n'ont pas été très créatifs, en effet. Ouais, on aurait préféré le Brousouf peut-être. Mais par contre, ils gèrent pas mal. À votre avis, il y a combien de Bristol Pounds en circulation aujourd'hui? Je pense qu'il y en a beaucoup, parce que ça fait un bail qu'ils font ça. Il y a une estimation, parce que beaucoup, ça ne marche pas. Je sais pas. Moult plus. Moult et demi. Non, mais donnez un chiffre. C'est dans les millions. Mais attends, déjà, il faut savoir ce que ça vaut. Mais c'est 1 pour 1. Ça vaut un livre. Enfin, une livre. Okay. Et 35 000. Non, moi je dirais un peu plus. Allez. Moi je dirais 500 000. C'est 2 millions aujourd'hui. Oh la vache. Donc c'est pas mal, ça déconne pas. Énorme. Et justement à Bristol, c'est intéressant parce qu'il y a encore une fois, c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a l'administration à la mairie qui défendent totalement cette initiative, puisque le dernier, je crois que c'est le dernier maire, ou en tout cas un des maires récents, qui reçoit l'intégralité de son salaire en Bristol Pounds. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Ouais, ça déconne pas, donc ils supportent à fond. Et la mairie, on peut payer une partie de ses impôts en Bristol Pounds. Donc c'est pas mal aussi. Mais il y a des bureaux d'échange dans la ville ou Ouais, bien sûr. Il y a des bureaux d'échange spécifiques. Et pour le Bristol Pounds, et il me semble pour la prochaine dont on va parler aussi, il y a aussi de plus en plus des possibilités de paiement en ligne en fait qui se font. C'est génial. Ouais. Donc de manière dématérialisée, donc vraiment ça se développe. Okay. Et l'administration de Bristol s'engageait à réutiliser tous les Bristol Pounds reçus dans les commerces et entreprises locales. Encore une fois, militantisme, on défend, on protège. En France, celle qui marche le mieux, c'est le Schco, au Pays Basque. Là, à votre avis, combien de Schco en circulation? Moins. Moi, je dirais moins, beaucoup moins. C'est pas une chanson de Maître Gims? Allez, je dirais 500 000. Premier Schco.
Non et non. Couper la parole pour ça, franchement, c'était ridicule. On va pas la garder. Non, là, il y a 750 000 Eusko en circulation vers le Pays Basque. C'est quand même ouf, je trouve, pour le Pays Basque. 750 000 euros. C'est moi, je trouve ça monstrueux. énorme. Et là, là, il y a aussi un très fort message, puisque c'est donc une défense des commerces locaux, des circuits courts. Donc les commerçants doivent se fournir dans des commerces et des prestataires de services basques. Et surtout, défense de la langue et de la culture basque. Donc les magasins qui adhèrent à l'association et qui reçoivent des eusko doivent annoncer leur prix et descriptif de leurs produits en basque. C'est énorme. Donc il y a tout un message derrière. Habile. Et voilà. Donc Bien. j'espère que vous aurez appris plein de choses. Oh oui. En effet. Bien, donc ça va être au tour, si je ne m'abuse, de Hicham. Monsieur Chaussette. Allez. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. C'est moi. Donc. Coucou. C'est donc le petit sujet va être sur Pierre et le loup. Juste avant de commencer. Un conte saoudien, si je ne m'abuse. C'est ça. Absolument. J'ai fait ce sujet parce que c'est une petite demande aussi qui m'a pressé des gens qui font le podcast La Grosse Bouffe. Enfin, plus particulièrement Bertrand, parce que je cite, il m'a dit que Thomas s'en fout royalement. Ah, Voilà. juste au passage, il y a Pierre sur le chat qui nous dit présent. Ah bah voilà, parfait. Je viens de le dire. On peut commencer alors. Donc, c'est un conte Est-ce qu'il y a le loup du coup? Excellent, blague de daron. Allez, on la garde. J'ai pas compris. Donc c'est un conte musical pour enfants, comme vous le savez probablement, qui a été écrit par Sergueï Prokofiev. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Ça a été écrit en 1936 et ça a été écrit très très rapidement. Ça lui a pris qu'une seule semaine pour le rédiger, non, pour le composer. D'accord, je t'avoue que j'ai pas de référentiel, mais t'es en train de dire... Une semaine pour faire tout un truc, c'est quand même pas mal. Oui, mais après, faut reconnaître qu'on n'est pas sur les 4 saisons de Vivaldi en termes C'est quand même. quoi. Ah non, je suis désolé, franchement, c'est pas mal du tout. Certes, Oui, c'est mais tu pas du restes sur une Vivaldi. thématique qui est très récurrente, qui revient régulièrement. En fait, ce qui est très intéressant dans Pierre et le loup, c'est plus la mélodie que la complexité. C'est ça. Vivaldi, Oui, voilà. Vivaldi, ça Oui, parle oui. de plein de choses. Oui, Pierre et le bien loup, sûr. c'est plus des mélodies qui vont. Ouais, en fait, le but s'imprimer. de cette œuvre-là, c'était de reconnaître les différents instruments d'un orchestre. Mhm. Et ce que Sergueï a fait, il a pris chaque personnage, il lui a donné un thème, et il utilise les caractéristiques spécifiques de chaque instrument pour décrire le tempérament et la particularité des personnages. D'accord. Par exemple, l'oiseau, c'est très aérien, il est gracieux, il est moqueur, il est léger. Tortarella. Et à l'inverse, le loup, c'est beaucoup plus grave, c'est inquiétant, il est dramatique. Le chat, il est fier et lent, et Pierre est dynamique et franc. Donc là, je vais vous faire un petit... tu entends Pierre, tu es dynamique et franc. Donc là, je vais vous faire passer un son d'instrument, et vous allez deviner de quel personnage ça... Bon, ça n'a rien à voir avec Pierre et le loup. Juste par rapport au quiz Disney que tu avais fait, là, on peut répondre tout de suite. Là, Non, quand mais vous attendez, voulez. On n'a avez rien entendu pioché, sa là. conclusion, ça n'a rien à voir avec Pierre et le loup. Non, mais les musiques que je vais faire passer Oui, n'ont rien à voir avec Pierre le loup. Mais il faut qu'on trouve quel personnage de Pierre et le loup c'est. Ouais. L'instrument que je vais faire Est-ce que passer. Ah, ça y est, ça se complique. Je me disais, Non. c'était trop Alors, simple. Je résume. Il va passer le son d'un instrument et on va Ouais. dire à quel personnage ça nous fait penser. Merci Voilà. Elias, tu parles beaucoup plus mieux. Mais à quel français que moi. personnage de Pierre et le loup? Mais oui, Oui. parce que c'est la Reine des Neiges, Mais ça ne oui. marche pas, Camille. C'est de- Bon, on commence. Cléopâtre. Ok. Non, Est-ce que la cornemuse, ça te fait penser à une musaraigne? Je ne pense pas. Non. Bon, bah Voilà. t'as compris le Allez, principe. Ok. laissez Donc, chouchou. on commence avec la flûte traversière. Les oiseaux. Très bien, c'était l'oiseau. Hey. Et Très bien. bim. Bravo. 2 points. C'était facile. On passe au A, au O, l'aubois, à l'aubois. Ah, le L'aubois. Au bois. Au Le hautbois. hautbois. Ouais. On passe au hautbois. Ah, le bâtard. C'est Despacito. Oui. Putain. Oh la vache. Non, ça vous dit rien Eh, laisse-moi Pas le chasseur deviner, tu Non. n'enlèveras pas la musique Ah, tant c'est qu'on n'aura Pierre. pas trouvé. C'est Pierre, c'est ça Non. Oh, bah. C'est le canard. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait un canard dans l'histoire. Eh Pourquoi il y a un oui. canard dans l'histoire Un auditeur Bah, nous dit le mammouth. Oui, oui aussi. On passe au violon. Celui-là, il est assez facile. C'est pas les chasseurs justement les violons. Non, c'est Pierre. C'est Pierre. Mais on le laisse quand même. Sacré Pierre.
Ah, Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien foutu, Pierre Leloup. déjà quand même, entendu cette Ouais. musique quelque part. Ça me dit quelque chose. Pierre. Il y a Thomas Crayon qui nous dit coin coin. Très bien. Coin, ouais, très bien. Coin à toi aussi. On passe à la clarinette. Clarinetton. Ah, ça me dit quelque chose. Oui. Eh ben c'est pas le loup la Le clarinette. mec s'est gavé. Attends, il y avait quoi? Et puis les chasseurs, il y avait. Je me souviens plus. Le cerf, le daim. Il y a un raton laveur dans l'histoire? Le lapin. Le dauphin. Non, c'était le chat. Ah oui, c'est Ah vrai oui. qu'il y a un chat Ouais, c'est dans vrai Il y a un Pierre Leloup. chat dans Il y a l'histoire. trop d'animaux dans Pierre. Putain. Ouais, c'est compliqué. Et là, on finit avec le petit dernier. Bah, du coup, on va être sur le C'est loup. le corps. Voilà. C'est bien Ah donc dramatique. pourquoi t'as pas fait les chasseurs? Il me semble que les chasseurs Parce que c'était les j'avais plus timbales. de place en fait pour que j'explique. Parce que j'explique, j'ai une c'était un version problème light technique. d'une application et j'ai plus de place. À chaque fois que je voulais mettre quelque chose, bah ça me disait non, t'es On est trop fauché. pauvre. Où va l'argent des abonnés? Donnez Ah, bah, y en a pas. Donnez des sous pour la quête. Donnez des sous. Donner. Bon, Bien. merci Camille. De On rien. revient au un plaisir. compte du coup. Donc j'ai fait une version un peu condensée parce que si je faisais la totalité, bah on était parti pour une bonne demi-heure et encore. Juste avec la musique. Donc j'ai fait un petit remix et le conte se décompose en 3 parties. La première, c'est la présentation de tous les personnages autour du thème principal qui est Pierre. Le deuxième, c'est le drame et ça finit avec la victoire de Pierre. Je vous ai Spoiler. mais on s'en fout. Sympa. En même temps, si Allez, vous fin connaissez d'épisode. pas Pierre et le loup, Bon, on attaque. On attaque. tu viens de faire la fin de l'épisode avec les musiques de Retour vers le futur. Donc là, je vais faire comme pour Vivaldi, je vais parler en même temps et je vais lire le texte en même temps. On replonge en enfance. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Donc là, on découvre le thème principal, donc c'est Pierre. Et comme tu as dit Camille tout à l'heure, c'est un thème, enfin un air qui revient très souvent. Ouais. Et en fait, à chaque fois que Il cet gambade. air revient, bah on Si, sait c'est que vrai, c'est on Pierre sait qui que c'est- gambade. On sait que c'est Pierre qui revient. Non, qui gambade. Qui gambade si ça te fait plaisir. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. C'est vrai qu'il est un peu sous LSD l'oiseau. J'avoue. Il se roule par terre. L'oiseau AVC. Il fait des spasmes. Tout est calme ici, gazouille-t-il gaiement. Donc là, on entend Pierre. C'est un peu comme Blanche-Neige, il parle avec les animaux et tout. Et là, il y a le petit oiseau qui arrive derrière. Surtout, pris un gros buveur, Pierre. S'il parle avec les oiseaux. Mais c'est quand même super beau. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai Ouais, mais découvert ça j'adore ce grâce thème, à il est vous. magnifique. Et Il est très apaisant. ouais, c'est pas mal du tout. Un canard arriva bientôt en se dandinant. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. C'est très engagé, Pierre et le loup. Hein. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Donc là, on va entendre le chat qui approche tout doucement. Écoutez bien le chat. On imagine un gros chat bien poilu qui marche tout doucement parce que bah, il est gros Et poilu. et poilu surtout. Le chat se disait: l'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention, cria Pierre. Ah. Et l'oiseau aussitôt s'envala sur l'arbre. Ah. Hop, le retour de l'oiseau sous LSD. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. On entend les coins-coins là? Ah là là. Écoute les coins-coins. Tout à coup, Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. Pierre, qu'est-ce qu'encore faut-tu? Donc là, c'est ça. On imagine, je sais pas, moi quand j'écoute ça, j'imagine un grand Petit vieux gaillard, avec une moustache. voilà, bien vieux, qui s'approche de Pierre, Avec un bâton en bambou. Tu vois, c'est celui-là. qui s'approche de Pierre et qui lui dit: l'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu?
Tu serais bien dans la merde. Exactement. Mais Pierre, c'est un thug. Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Hop, il est content. Donc là, c'est un rythme un peu plus vite. Là, il gambette Là, plus vite, il il est sûr de trottine. lui. Ah, j'ai pas peur, mais j'ai pas traîné quand même. Donc là, comme pour Vivaldi, c'est le ritornello. La ritournelle. Le ritornello, s'il te plaît. Ah. Mes grands-pères prit Pierre par la main, l'emmena à la maison, l'emmena à la maison et ferma la clé. Non, la porte. Ferma à clé la porte du jardin. Pareil, on imagine qu'il le prend, il marche, Non, déterre. Putain, j'ai eu peur d'un coup. Non. J'ai comme une sueur chaude là. J'étais pas bien. Et là, il ferme la porte. Premier coup de clé. Deuxième coup de clé. Ah, t'avais pas parlé de Je- clé. J'ouvrirai plus jamais ma serrure de la même Il façon. ferma à clé la porte. Et je kifferais que ma vie soit bien musique comme ça. Il était temps. À peine Pierre était-il parti Ouh, ça c'est la musique. qu'un du gros loup gris sortit de la forêt. Donc là, il y a Juan qui, pour ceux qui écoutent et qui regardent pas, qui fait des signes de la main, qui. Je fais le loup. Voilà, qui imagine le loup. Donc là, c'est beaucoup plus grave, on le sent. Hein, c'est l'angoisse. Voilà, c'est le loup quoi. C'est pas le. C'est pas le canard quoi. C'est pas le canard. Ouais. Quoi. Attends, mais il est avec son grand-père là, ça va? Il est dans la maison. Ah. En un Oh éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Donc, ok. C'est bon. Il est tranquille, le chat. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. On l'imagine en train de courir. Cours. Le voilà qui approche de plus en plus près. Plus près. Il le rattrapa, s'en saisit et l'avala d'un seul coup. Oh, t'as dit que ça ferait pas flipper. Ah bah écoute, c'est pas de ma faute s'il le mange. Hein. Changement d'air, Pierre est un peu choqué. Ah bah, mais bon. Déçu. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, il prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau : « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » Le mec il parle toujours aux oiseaux, tu sais, il Alors, parle à un Pierre oiseau sous LSD quoi. Pierre n'est toujours pas redescendu apparemment. Toujours pas. Non, c'est pas tout de suite. Et là, on imagine que l'oiseau court, qui fait chier le loup, quoi. C'est Une volette autour de sa gueule. C'est Las Vegas Parano quoi. La vie de Pierre. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup. Et que le loup avait envie de l'attraper. Mais que l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Chat. Quand la bise fut venue. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et les descendit tout doucement. Oh là, angoisse. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Eh, t'as dit que tu ferais pas peur aujourd'hui. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Caille. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Je sais pas pour vous, mais je sens que les chasseurs ils sont moins fut-fut. Ils sont un peu plus cons. On a l'air un peu teubé. On ne stéréotype pas. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Parce qu'un bon chasseur, il voit un loup. Et là, on entend les coups de fusil. C'est les tombeaux. Il tire en rafale là, ça. Chasseur Gatling. Pierre leur cria du haut de l'arbre : « Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup.
Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et c'est ainsi que le loup finit aux eaux de Vincennes, où il est encore visible aujourd'hui. Donc là, on a fini la partie drame et on passe à la victoire. Alors, juste au passage, il y a des gens qui flippent un petit peu. Hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu des ah mon dieu. Il y a eu des moins de 18. Il y a eu des RIP coin. Sérieux? Oui. On fera une version Gulli la prochaine fois. Donc, version joyeuse. Voilà, maintenant c'est la marche triomphale. On est saucé, on est content. Voilà. Fait un triomphe. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre est en tête. Là, il roule des mécaniques là. Yo, y a pas de la go. J'ai attrapé un loup, ma gueule. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup. Putain. Plus flippant les chasseurs. Bah, c'est surtout le loup qui fait peur. Ouais. Le chasseur, on s'en fout un peu, non? Ça fait flipper un peu quand même. Ouais. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Il serait mort, ma gueule. Mort mangé. Avec des scies, hein. On fait de la musique, on coupe du bois, mais on fait pas le monde. Hein. Donc justement, les auditeurs, vous dites que c'est grave et tout, vous avez peur et tout, mais imaginez que le loup, il a bouffé, il s'est fait un petit barbecue avec Pierre. Oui, certes. Imaginez qu'il ait fait un attentat à l'Opéra de... Mais attends, parce que le loup, il a pas droit à son instant de bonheur. Le loup n'a pas droit à ses barbecues de printemps. C'est un animal, il est libre, tu entends? Exactement. Et là, pour ceux qui ont vu... Tu me dégoûtes. Pour ceux qui ont vu Fantastic Mr. Fox, il y a une scène à la fin où il y a les loups qui se font un Black Power. Moi, j'aime bien. Oui. Sérieux ? C'est un des films que je kiffe beaucoup. Enfin, il y a le loup et un renard qui se font un Black Power. Voilà. Très bien, je continue. Très bien, ferme ta gueule. Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. Toujours aussi léger. Il est content. Ouais. Là, il est. Est-ce qu'il serait pas un petit peu arrogant d'ailleurs? Moi, il m'énerve un peu. Pierre et l'oiseau, là, il me saoule. Ouais. Attends, ils ont attrapé un loup. Il se la pète un peu. Là. Oui, mais bon. Bon. Et du coup, il y a quand même une petite morale à cette histoire. Arrêtez de prendre de la drogue. Les oiseaux, putain. Pour vous, c'est quoi la petite morale? La morale, c'est que les papis doivent pas décrédibiliser leur enfant parce que leur enfant fait un truc cool. Ouais, tu es très très près. Non? C'est très très pas. Ouais. Apparemment. J'apprécie ton petit accent tunisien là tout de suite. Tu es très très près. Mon fils. Non, la morale c'est avec force de courage et de malice, un enfant fait aussi bien qu'un adulte, voire mieux. Bon, on en reparlera quand il faudra pousser un truc de lourd. On en reparlera quand il faudra sortir d'un sac plastique. Merci pour ce petit concert. Waouh. C'était très vivifiant. Oui. Je suis vivifié. Là, je me sens vivifié. Et en plus, pour une fois, on a fait un épisode relativement court. Parce qu'on est que 4. Ouais, c'est vrai. Déjà. On est que 4 et puis ça nous a fait du bien de nous retrouver entre nous. Et d'ailleurs, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps. Hein. C'était voilà, histoire de s'amuser. On le fera peut-être de temps en temps. Le live ou le live du théâtre de... Ah oui, le live. Bah oui, le live. On va pas s'amuser à traumatiser des gens toutes les semaines non plus. C'était pour se faire plaisir, pour partager ça avec vous. On était curieux de voir ce que ça donnerait d'avoir une interaction avec vous. Voilà. Dans tous les cas, on nous a déjà parlé de ce qu'on avait envie de faire en enregistrement live. Alors ça nous chauffe effectivement. On va attendre un petit peu parce que déjà on va fêter le petit anniversaire tranquillement entre nous, avec vous bien évidemment. Mais voilà, le but c'est de vous rencontrer, se poser, discuter un petit peu. Alors, on avait dit on va essayer d'enregistrer quelque chose, donc si vous avez une idée de petits trucs de 30 secondes à nous expliquer avec tiens pourquoi il se passe ça ou pourquoi si, genre pourquoi il y a des bulles dans les verres de champagne. Pourquoi la Franche-Comté par exemple. Non. Mais voilà, le but ça va quand même être de partager un bon moment dans un bar, très certainement autour. Ah, tout se casse la gueule. Dans un bar autour de Châtelet, donc ce sera très central. Et puis voilà, on partagera un petit moment pour le live, on verra un petit peu plus tard. Mais effectivement, c'est dans les cartons. Il y a plein de choses dans les cartons. Puis pour les invités, ça devrait revenir à partir de la prochaine fois. On remercie tous nos invités jusque-là parce que c'est toujours été un moment délicieux. Et puis pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Pas pour tous, mais on vous dira pas lesquels on n'a pas aimé. Non, il y en a peut-être même qui vont revenir parce qu'ils nous manquent. Oui. Nous, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? On vous fait des énormes bisous, on vous embrasse. Absolument. On vous encourage, déjà on vous remercie encore, on a reçu plein de tartes citron la dernière fois je crois. Tarte, attends.
Non, citron la dernière fois. Ah Ouais, oui, tarte ouais. citron. Non, c'était le muffin. Ouais, le muffin aux fraises a moins bien marché. Bon, bah, je suis un C'est peu. parce que c'est potentiellement dégueulasse. Non, mais ça a l'air trop bon, je vous déconne. Non. Ok, éclair au chocolat. Encore tous vos messages. Mais là, c'est un épisode de 1 heure, alors c'est pas franchement un exploit d'arriver à la fin. Bah attends, on sait jamais. Éclair au chocolat. Éclair au chocolat. Vous noterez. Oui, donc dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, ça nous ferait un extrême plaisir que vous likiez, partagiez, commentiez. Surtout si vous avez des choses à rajouter. On l'a déjà vu en live. Oui. Certains avaient des petites anecdotes, genre ah bah tiens, moi j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, ou si vous avez des petites choses à rajouter. Moi aussi, j'ai donné du LSD à mon neveu. Oui, ouais, voilà. Et puis toujours les 5 étoiles sur iTunes. Si vous avez un iPhone, c'est super facile. Hop, 2 clics de pouce et c'est réglé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même avoir un compte iTunes et ça nous sert à faire connaître le podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Carrément. Et puis un petit mot, un commentaire. Honnêtement, pour être tout à fait franc, on préfère un petit mot aux 5 étoiles parce que ça nous fait chaud au cœur. Mais s'il y a les 5 étoiles qui vont avec, on va pas cracher dessus. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre de la maison. Du coup, on va vous abandonner. Sur ce, santé, bonheur. Et oui. On vous embrasse. Des fort. bisous. La bonne bise. Et on espère qu'on se voit dans quelques semaines. Oui, venez. Allez. Ce serait dommage de passer à côté d'un verre. Maintenant. À bientôt. Allez, la bise. Portez-vous bien. Conneries. Donc je lui dis d'aller se faire enculer. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.